Bien, bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une visioconférence qui sera animée par notre ami Sijawad Kardoudi. Sijawad Kardoudi est président de l'IMRI et son fondateur. Il est diplômé de 1965 de HEC Paris. Il a passé toute sa carrière professionnelle à l'OCE, au bureau de Hambourg et de New York. Il est également enseignant en relations internationales et également il participe à l'émission Les Décodeurs de Radio Atlantique. Il écrit très souvent dans la presse, notamment dans L'Économiste. Il est également auteur de plusieurs livres sur les relations internationales. Aujourd'hui, Sijawad va nous parler de la nouvelle politique économique au Maroc après le Oui, Covid 2019. Donc, tfadal Sijawad. je Oui, peux bien prendre la sûr, vas-y parole? Sijawad. Voilà. Tu es là, Bon, tu es là pour écoutez, prendre la parole. je, voilà. Écoute, je te remercie d'abord toi, personnellement, c'est Omar Fileli, parce que c'est toi qui as organisé toute cette visioconférence et c'est pas facile. Et donc, je voulais d'abord te remercier. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui sont avec nous, tout le monde et les membres de l'IMRI qui nous ont aussi rejoints. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. C'est pour notre pays, quelle politique économique après la pandémie du coronavirus? Alors, la pandémie du coronavirus, comme tout le monde le sait, qui a frappé notre pays à partir du 20 mars 2020, a montré, à mon sens, trois défaillances de notre système économique et social. D'une part, l'importance du secteur informel, puisque 4,3 millions de ménages ont reçu une indemnité mensuelle de 800 à 1200 dirhams. Alors, j'ai fait un petit calcul en, en calculant 4 personnes par ménage, ça fait donc 17 millions de Marocains qui vivent dans la précarité. Et ceci est très important et je vais bien sûr proposer des solutions et vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, sur le plan social, l'absence de couverture médicale de tous les malades et l'équipement insuffisant de notre système public de santé a été aussi malheureusement constaté au départ, mais sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Fonds spécial de gestion de la crise a immédiatement été utilisé pour mettre à disposition des hôpitaux les appareils nécessaires, alors que le personnel soignant, à qui je voudrais rendre hommage ici, a été renforcé par le service de santé des forces armées royales et par les médecins privés. Évidemment, tous les malades ont été soignés gratuitement et la crise sanitaire a été jusqu'à maintenant correctement gérée et nous pouvons être fiers, nous, Marocains, que l'exemple du Maroc a été cité sur le plan international comme une bonne gestion de la pandémie. La troisième défaillance est la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'étranger, mais nous ne sommes pas les seuls, puisque plusieurs unités de production se sont arrêtées faute d'approvisionnement. Tout cela nous amène à réfléchir sur la politique économique à adopter après la pandémie. Au niveau du modèle de développement, je préconise le maintien d'un libéralisme économique contrôlé. Alors, chaque mot ici veut dire
dire quelque chose de précis, et je voudrais juste insister là-dessus, le libéralisme, parce que certains veulent qu'on revienne, si vous voulez, au socialisme, à l'État qui fait tout, etc. C'est pas ma proposition. Moi, je pense, et on pourra en discuter bien sûr, moi, je pense qu'il faut qu'on reste dans le système libéral, mais j'ai ajouté contrôlé, c'est-à-dire pas un libéralisme sauvage, mais un libéralisme contrôlé, notamment par l'État. Je pense aussi que dans notre pays, le rôle de l'État doit rester important en tant qu'incitateur et de régulateur. Évidemment, je ne suis pas pour que l'État investisse lui-même dans les secteurs économiques, mais il a un rôle important à jouer en tant qu'incitateur et régulateur. Et je suis évidemment très favorable au développement du secteur privé, débarrassé de la corruption et de la rente qui sont des fléaux qui gangrènent notre économie. Je préconise également une plus grande flexibilité par rapport aux indicateurs économiques. Alors les indicateurs économiques, vous les connaissez, c'est le déficit budgétaire, c'est le déficit de la balance des paiements, c'est également l'endettement. Si je vois j'ai perdu le son. Si je vois, je ne sais pas, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si les amis entendent ou pas. Si ça permet Non, évidemment on de n'entend pas. pousser On la n'entend pas Sidi Lamel. croissance et l'emploi. Maintenant, Très ok. bien, le son est revenu. Ah, il y a quelqu'un. Le son est revenu. On t'a perdu, c'est Jawad, juste après. Non, il y a quelqu'un qui a appelé. Ah, Il y a quelqu'un qui très a bien. appelé. Alors, je continue. Donc, je Tu parlais parlais de des flexibilités des règles. la flexibilité par rapport aux indicateurs économiques. Gestion Dans la publique. mesure, j'insiste, dans la mesure où ils stimulent la croissance et l'emploi. Il ne faudrait pas qu'on ait des taux très, très élevés sans qu'il y ait croissance et emploi. Alors maintenant, je vais passer en revue quelques mesures concrètes que je propose. Alors, une première mesure à prendre dès la loi de finances 2021. Moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse, à chaque loi de finances, essayer d'intégrer des mesures. Et donc, dès la première loi de finances 2021, je propose de prioriser les secteurs de l'éducation, de la santé et de la couverture sociale. Notre système éducatif doit être revu de fond en comble. Je crois que vous êtes tous d'accord là-dedans pour inclure dès le primaire. Il faudrait que, c'est ce que je propose, l'apprentissage des nouvelles techniques de l'information. D'ailleurs, vous avez tous vu au cours de cette pandémie l'extrême importance de l'utilisation des moyens d'information et de communication. Et si aujourd'hui je communique avec vous, c'est grâce à ces moyens. J'insiste aussi sur l'apprentissage des langues étrangères, notamment l'anglais, qui est le véhicule principal de la recherche scientifique mondiale. Puisqu'on parle de recherche scientifique, je pense que l'État, nos universités et nos entreprises doivent développer la recherche-développement, car c'est elle qui crée l'innovation, et l'innovation est le principal facteur de progrès technologique dans tous les domaines. En résumé, en disposant de peu de ressources naturelles, nous devons développer absolument le capital humain. Et ça, j'y crois beaucoup. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont pleins d'ardeur, pleins de compétences, évidemment,
si on les forme. Et donc, c'est vers le capital humain qu'il faut aller. Le secteur de santé doit également être profondément développé en personnel qualifié et en équipement afin de fournir des soins de qualité. C'est important que nos hôpitaux puissent fournir des soins de qualité. Et pour faire face, malheureusement, parce que les scientifiques nous prédisent que la pandémie que nous vivons actuelle n'est pas la seule et qu'on peut s'attendre à de prochaines pandémies. Donc, il faut être prêt à pouvoir lutter contre les prochaines pandémies. Et enfin, il faut assurer progressivement une couverture médicale à tous les citoyens marocains. Il n'est pas normal que une majorité de citoyens marocains n'ont aucune couverture sociale ni médicale. Et donc, nous devons tous œuvrer pour qu'il y ait une couverture médicale universelle à tous les Marocains. Des solutions doivent aussi être trouvées pour résorber le secteur informel. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est 17 millions de Marocains qui vivent dans la précarité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, il y a la solution d'intégration dans le secteur formel avec la simplification des procédures et des mesures incitatives. Donc, il faut continuer, bien sûr, à le faire, mais à mon avis, la meilleure solution est de créer le maximum d'emplois dans le secteur formel, car ceux qui cherchent des emplois n'optent pour le secteur informel que lorsqu'ils ne trouvent pas d'opportunités dans le secteur formel. Alors, comment créer ces emplois? Moi, je pense qu'il faut prioriser l'industrie. Tous les pays émergents, tous les pays qui sont maintenant développés, c'est par l'industrie que cela se fait et c'est pour cela que je donne la priorité à l'industrie. Alors, quel type d'industrie pouvons-nous donc promouvoir? Je pense d'abord aux industries de substitution aux importations. Il n'est pas normal que nous importions énormément de produits, même des simples produits de consommation que nous pouvons produire nous-mêmes, de façon à réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et également de rechercher de nouveaux créneaux. Et là, je ne peux que rendre hommage aux deux secteurs qui sont nouveaux et qui ont bien réussi, c'est-à-dire l'automobile et l'aéronautique. Et j'ajouterai toute l'industrie numérique qui est appelée à un grand développement au cours de ce 21e siècle. Alors, vous allez me dire comment développer cette industrie. Eh bien, il faut une certaine protection. Bon, je disais tout à l'heure, il faut garder le libéralisme, mais le libéralisme, ça ne veut pas dire ouvrir les frontières à tout le monde, n'importe comment, n'importe. Non, il faut qu'on ait une protection, une certaine protection pour pouvoir protéger notre industrie et tous les pays le font. Même les pays les plus développés ont des systèmes de protection. Alors, donc, je ne suis pas contre une protection. Alors, comment l'obtenir? C'est en utilisant chaque fois que possible les clauses de sauvegarde, parce que même dans tous les accords de libre-échange, il y a des clauses de sauvegarde qui permettent de prendre des mesures protectionnistes temporaires, mais beaucoup plus largement, je propose la révision de nos accords de libre-échange où notre pays est déficitaire avec tous les accords.
Moi, je pense que l'erreur que le Maroc a fait, enfin que les responsables ont fait, c'est qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on a libéré et donc on a détruit des industries. Et je pense par exemple à l'industrie textile en ouvrant les frontières, alors que si je prends le cas de la Corée du Sud, eh bien, c'est après avoir construit un secteur industriel puissant qu'elle a ouvert ses frontières. Et donc, il faut, à mon avis, revoir ces accords de libre-échange. D'autres dispositions peuvent être prises, telles que la préférence nationale. Je ne vois pas pourquoi, je donne un exemple. Par exemple, je propose que toutes les voitures achetées par l'administration marocaine soient des marques marocaines fabriquées au Maroc. Je ne vois pas pourquoi on va acheter des voitures allemandes, etc., alors que nous avons notre propre production. Donc, il faut qu'on mette des mesures pour la préférence nationale. Il faut aussi encadrer les importations. Vous savez, notre commerce extérieur est déficitaire. Le taux de couverture est à peine de 50%. Parce qu'on importe beaucoup de produits. Je ne parle pas des importations indispensables, comme le pétrole, comme certains produits qu'on est obligé d'importer. Mais il y a énormément de produits, des produits de luxe qui sont importés et dont on n'a pas besoin. Donc, il faudrait encadrer les importations pour tout simplement, en augmentant les droits de douane. Celui qui veut un produit de luxe, eh bien, il faut qu'il le paye à un prix plus élevé. Il y a aussi le développement du partenariat public-privé. Ça commence au Maroc. Ça a l'avantage, si vous voulez, de soulager les financements publics et de profiter de la gestion privée que tout le monde reconnaît comme étant une gestion beaucoup plus rentable que la gestion publique. Évidemment, sans oublier les très petites et les moyennes entreprises. Vous savez, 95% de nos entreprises sont dans ce cadre des très petites et moyennes entreprises et donc il faut absolument les accompagner pour qu'elles puissent aussi accéder plus facilement au financement. La clé de tout ça, c'est l'investissement et surtout l'investissement privé. Donc, on doit tout faire pour développer l'investissement privé. Je pense qu'il faut continuer parce que certains disent tout doit aller dans le privé. Non, moi je pense que l'investissement public doit continuer parce que nous avons encore besoin d'infrastructures, nous avons encore besoin d'investissements lourds, mais les investissements publics devraient être orientés vers des activités plus productives et plus créatrices d'emplois. Quant à l'investissement direct étranger, moi je pense à une idée qu'on pourra discuter, c'est qu'il faut saisir les opportunités qui s'ouvrent pour notre pays suite à la pandémie du coronavirus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, par exemple, les entreprises européennes qui ont des investissements en Asie ou en Chine, eh bien maintenant commencent à réfléchir soit à délocaliser leur entreprise chez eux, dans leur pays, soit en tout cas à proximité. Et le Maroc se trouve justement à proximité de l'Europe, donc on peut essayer d'attirer ces délocalisations en provenance de l'Asie vers le Maroc, à cause de la proximité. Un autre secteur donc à continuer à développer, parce que là aussi, et je ne veux pas être négatif, il y a des choses positives qui ont été faites, comme par exemple
le développement des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Et donc, nous devons continuer à développer ces énergies renouvelables qui créent de l'emploi, mais aussi qui nous permettent de moins dépendre des importations d'hydrocarbures. Pour le secteur agricole, pour revenir à l'idée que on doit assurer, je ne dis pas une autosuffisance totale, parce qu'il ne faut pas être naïf, jamais on ne pourra avoir une auto, et aucun pays n'a l'autosuffisance alimentaire totale, mais je pense qu'il y a trois secteurs où nous importons beaucoup et qui nous coûtent beaucoup de devises, c'est les céréales, c'est les huiles végétales et c'est le sucre. Et il faudrait qu'on voit, je sais que la céréaculture au Maroc n'est pas très rentable, mais il faut qu'on essaie par des semences sélectionnées, par la mécanisation, par aussi le fait que les parcelles sont trop petites. Il faut absolument qu'on essaye de développer les céréales, l'oléiculture et les cultures sucrières. Pardon. Et toutes ces mesures doivent être réalisées en respectant l'environnement dans le cadre d'un développement durable. Et ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. On a vu tout. D'ailleurs, je disais à mon ami, c'est Omar Fileli, c'est anormal qu'au mois de mai, il pleuve, alors qu'auparavant, au mois de mai, on allait à la plage, on allait à la piscine, etc. Donc, il y a un risque de dérèglement climatique et donc, il est absolument nécessaire de respecter l'environnement. Je voudrais revenir sur les personnes, malheureusement, qui sont sans emploi, les démunis. Il y en a malheureusement beaucoup au Maroc. Et je propose que la solution peut être trouvée dans la suppression de la caisse de compensation et l'attribution d'une indemnité mensuelle directe dans certaines conditions. Par exemple, j'étais au Brésil et c'est un système qui marche très bien, qui s'appelle la Bolsa Familia, et ça consiste à quoi? Après, bien sûr, un recensement de toute la population, à sélectionner celle qui est la plus démunie et à lui accorder une indemnité directe mensuelle sous certaines conditions. Par exemple, au Brésil, c'est donné aux familles qui scolarisent leurs enfants. C'est-à-dire, pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, il faut scolariser les enfants. Alors, au niveau du commerce extérieur, outre l'encadrement des importations dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a, il faut le dire, notre production exportable n'est pas très grande, n'est pas très variée. Il faudrait développer. Il y a une petite interruption du son d'El Sijawad. Je pense que tu veux revenir. Alors, je disais au niveau du commerce extérieur, outre l'encadrement des importations, il y a lieu de développer la production exportable et la promotion sur de nouveaux marchés. En Afrique, ça a commencé et les résultats sont bons, mais aussi en Asie et en Amérique. Pour que notre commerce extérieur ne soit pas orienté uniquement. Je ne dis pas qu'il faut consolider, bien sûr, nos positions en Europe, mais l'Europe représente 2/3 de notre commerce extérieur et c'est trop risqué. Il faut aller vers d'autres marchés. Pour l'équilibre de la balance des paiements, tout doit être fait pour développer les exportations invisibles, ce qu'on appelle les importations invisibles. C'est les investissements directs étrangers dont j'ai parlé tout à l'heure, les transferts des RME qui sont très importants pour l'équilibre de la balance des paiements et le tourisme
Et là, je ne vous cache pas que le tourisme, avec cette pandémie du coronavirus, a pris un coup très, très, très dur. Et il faudrait, je lance un appel aux responsables pour sauver ce secteur, parce que c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, c'est 12% du PIB, et nous n'avons pas le droit de le laisser péricliter. J'ai lu hier ou avant-hier que le Sofitel d'Agadir a fermé ses portes et donc a renvoyé son personnel. Moi, je pense que c'est un secteur prioritaire et il faut s'en occuper le plus vite possible avant que les autres hôtels ne ferment leurs portes et renvoient leurs personnes. Au niveau budgétaire et afin de réduire le déficit, il y a lieu de procéder à une importante, je sais qu'on en parle depuis 50 ans, à une importante réforme fiscale parce que il est anormal que la fiscalité ne soit pas proportionnelle au capital et aux revenus. Et c'est tout à fait normal que plus on a de capital et plus on a de revenus, plus il faut participer donc aux finances de l'État. Les dépenses de l'État doivent également être, bien sûr, rationalisées pour éviter tout gaspillage, mais je suis contre, surtout maintenant après cette crise, contre toute politique d'austérité, parce que ce n'est pas l'austérité qui va créer les emplois et l'activité. Donc il faut que les investissements publics productifs, j'insiste là-dessus, continuent et il faut stimuler, bien sûr, également l'investissement privé. Et je vais terminer par là. Pour ce qui est des finances publiques, qui actuellement, j'ouvre une parenthèse, vont traverser une période très, très difficile parce que là, on est en train de dépenser, ce qui est normal parce que nous sommes en train de sauver le tissu économique. Mais nous allons accumuler malheureusement des dettes et il faudrait que l'État puisse, avec la réforme fiscale, développer ses recettes et aussi, il faut le dire, et nous ne serons pas les seuls à l'utiliser, c'est la création monétaire. C'est-à-dire que je sais que l'orthodoxie veut qu'on ne crée de monnaie qu'en contrepartie donc de l'économie, mais on l'a vu, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne ont utilisé ce qu'il appelle le quantitative easing, quantitative easing, et donc et ils n'ont pas eu d'inflation. Donc, je pense que dans une certaine mesure, il faut qu'on puisse utiliser aussi cette source de revenus. Et je termine pour demander la révision des statuts de Banque Le Maghreb qui, pour le moment, n'a pour rôle que le contrôle de l'inflation. Moi, je pense qu'il faudrait élargir son domaine également au développement économique et social. Bien sûr, il faut contrôler l'inflation, mais je pense qu'une banque centrale doit aussi permettre le développement économique et social. Voilà, je vous ai fait beaucoup de propositions. Bien sûr, ce ne sont que des propositions qui, j'espère, vont donner lieu à un débat et pour essayer de sortir de cette visioconférence avec des idées neuves pour notre pays. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sijawad pour cet exposé édifiant, synthétique et précis. Au début, tu apprenais l'importance du libéralisme économique à condition que celui-ci soit contrôlé.
Tu as également souhaité flexibiliser la gestion publique pour permettre la stimulation de la croissance et de l'emploi. Et tu as proposé également des mesures concrètes dès la loi de finances 2021. Moi, je dirais, pourquoi pas dès maintenant, on peut faire une loi de finances rectificative dès maintenant. Et de prioriser, tu as proposé également d'encourager le secteur de l'éducation, les secteurs de l'éducation, de la santé, et également la couverture sociale. Tu as également, pour l'éducation, tu as également souligné l'encouragement des langues étrangères, notamment de l'anglais, et des nouvelles technologies de l'information. Tu souhaiterais également que les ressources de l'État soient dirigées vers l'encouragement de l'investissement, le développement de l'emploi et de l'industrie. Une industrie qu'il faudrait protéger et peut-être, tu l'as suggéré, revoir ou remettre en cause les accords de libre-échange et d'accorder une certaine préférence nationale. Pour ce qui est des importations, tu proposes de les encadrer pour qu'il y ait des importations sur des choses moins superflues. Voilà. Et puis, pour ce qui est des IDE, tu proposes de tirer parti des opportunités de la pandémie, puisque certains pays voudront ou devront relocaliser. Voilà. Pour l'agriculture également, tu proposes d'encourager les cultures céréalières, l'oléoculture et les cultures sucrières. Quand tu vas parler des démunis, tu voudrais remplacer le système, tu voudrais qu'on remplace le système tu proposes qu'on remplace le système de compensation par un système d'aide directe conditionné sur le modèle brésilien. Et tu as également proposé une réforme fiscale qui tarde à venir selon toi et qu'on taxe plus le capital et les revenus. Alors, pour faire le lien avec les questions, donc il y a des questions qui arrivent. Oui, pour l'investissement, mais quid de financement et du rôle des banques? C'était une question de Monsieur Zouzi. Donc, voilà. Donc, quel sera le rôle des banques dans la relance de l'économie et quel sera l'impact de la crise sur les banques? Oui. Alors, je réponds comme ça, donc question par question. Alors, le rôle des banques, effectivement, est très important pour l'investissement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les banques, à mon avis, n'ont pas joué pleinement le rôle de promotion de l'investissement. C'est pour cela que je propose, pourquoi ne pas revenir à une banque nationale de développement, comme on avait à l'indépendance, qui s'appelait la BNDE, et qui pourrait, elle, vraiment avoir pour unique objet l'investissement, pas simplement au niveau du financement, mais aussi au niveau des études, au niveau de la création d'une banque de projets. Moi, je pense que cette idée-là de banque de projets pour en contact avec les investisseurs privés. Attention, moi, je ne suis pas pour l'investissement public dans les secteurs économiques, mais pour que, avec les investissements, avec les investisseurs privés, ils puissent monter. D'ailleurs, même la France, qui est un pays libéral, a créé aussi cette banque de développement. Et donc, c'est une proposition que je mets également sur la table parce que l'investissement et l'investissement privé est indispensable. Très bien. Il y a une autre question de Monsieur Seran. Celle-ci concerne plutôt les entreprises. Est-ce qu'il y a, comment le gouvernement s'oriente vers un soutien plus ciblé
aux entreprises défaillantes et aux ménages modestes. Est-ce qu'il y a une orientation du gouvernement? Tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux donner plus de détails à M. Seron sur cette question? Ben, pour les ménages modestes, ce que j'ai proposé, M. Filali, vous l'avez répété, c'est supprimer la caisse de compensation. Pourquoi je propose? Parce que ceux qui profitent de la caisse de compensation, ce sont justement les classes les plus aisées, parce que c'est elles qui consomment le plus. Donc, alors qu'elles peuvent payer le prix, le prix réel des denrées. Donc, ce que je propose, c'est on supprime la caisse, on fait, d'ailleurs il est en cours actuellement, un registre national de toute la population marocaine, on met des critères, parce qu'il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de faire de la charité ou de l'assistance, on fait des critères précis pour savoir qui doit bénéficier de ces indemnités directes et puis les autres paieront le prix. Moi, je pense que c'est la meilleure solution pour ce qui est de cette, malheureusement, de cette partie de la population, alors qui ne trouve, mais il faut surtout, comme je l'ai dit, essayer de créer des nouveaux emplois. Mais pour répondre à cette question, il y a ça, il y a le fait. Alors maintenant, pour les PME et les toutes petites entreprises, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs plans qui ont été faits. Donc moi, pour ne pas rentrer dans les détails que tout le monde connaît, moi je pense qu'il y a deux axes. Il y a l'axe accompagnement, c'est-à-dire les aider au niveau de la gestion, au niveau de la formation, de tout ça. Et il y a l'axe accès au financement en leur permettant, et d'ailleurs c'est ce qui fait maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est que pour le financement, on fait des taux zéro et on ne demande pas de garantie. Et bien moi ce que j'espère, c'est que même après la pandémie, pour ce type d'entreprise, on puisse avoir le taux le plus faible et surtout ne pas revenir aux garanties. Excellent. Donc, tu proposes donc à ce que les banques, pour soutenir les entreprises, qu'on diminue le taux, peut-être à travers le taux directeur de la Banque centrale, et mettre des mécanismes, ou alors recommander aux banques d'être un peu moins frileuses sur les garanties. Absolument. Alors, une autre question, celle-là de M. El Ghrib. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont défaillantes aujourd'hui, en 2019. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les autres entreprises du secteur privé? Par quoi commencer? Alors, c'est une très bonne question et c'est très important. Bon, j'en ai pas parlé parce que moi, mon sujet, c'était après la pandémie. Mais cette question est la bienvenue parce que il faut d'abord sauver les entreprises qui actuellement sont dans une situation catastrophique. Tout le monde le comprend. Lorsqu'il y a confinement, eh ben, les gens ne travaillent plus et donc l'entreprise s'arrête et donc elle n'a plus de recettes. Le chiffre d'affaires tend vers zéro, alors que les charges, notamment les charges fixes, comme les loyers, comme les charges fixes, continuent. Et donc, moi, je pense, et le comité économique de veille, le comité de veille, a reçu mardi dernier des propositions de la CGM, secteur par secteur. Moi, je pense que ce comité, qui est un comité mixte, et heureusement qu'on a fait un comité mixte et non pas un comité formé uniquement de l'administration, parce qu'il y a la CGM dedans, et bien que ce comité mixte reçoive il faut que ça parte du bas et non pas du haut vers le bas. Il faut que ça parte du bas, que les entreprises
proposent à la CGM ce dont elles ont besoin et que la CGM propose au comité de veille ce que demandent les entreprises. Et à partir de là, il faut, pour chaque secteur, établir un plan de sauvetage. Et je dis bien de sauvetage, parce que si on ne le fait pas, plusieurs entreprises vont tomber en faillite avec, avec le chômage, avec une catastrophe. Il ne faudrait pas qu'on ait une catastrophe sociale après la catastrophe sanitaire. Et tout cela va demander beaucoup d'argent. Je ne vous cache pas, c'est des milliards de dirhams qui devront être mobilisés. Maintenant, vous pouvez me poser la question, d'où va venir l'argent? Eh bien, l'argent, il y a plusieurs sources. Il y a la création monétaire, pourquoi pas, dans une certaine mesure. Attention, il ne faut pas non plus que ça soit trop, mais pourquoi pas ne pas l'utiliser? Il y a l'endettement national, c'est-à-dire l'État peut, à partir des bons du Trésor, avoir de l'argent. Et il y a l'endettement international. Et là, d'ailleurs, je pense que le gouvernement va le faire, puisque vous savez qu'il y avait un plafonnement que le gouvernement ne peut pas dépasser au niveau des emprunts internationaux. Eh bien, le gouvernement a demandé à ce que ce plafond soit levé. Ça veut dire qu'il veut aller sur le marché international, et moi j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sur le marché international sont très bas. Il faut en profiter. Et il faut le faire très vite, parce que tout le monde aura besoin d'argent. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que très rapidement, le Maroc puisse se porter sur le marché international et emprunter. Et je pense qu'il a des capacités d'emprunt qui sont encore importantes. Et évidemment, avec aussi les bailleurs de fonds qu'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Donc, le ministère des Finances, et je fais confiance au cadre du ministère des Finances, ils vont étudier tout ça pour financer le sauvetage des entreprises. Et ce sauvetage est très important, parce qu'on ne peut pas parler de politique économique après la pandémie si on ne résout pas d'abord ce problème de sauvetage des entreprises. Ok, merci Si Jawad. Il y a Si Aziz Charqaoui qui voudrait prendre la parole. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Si Charqaoui, de redémarrer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour à tous. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Jawad. Bonjour Aziz. Tu vas bien? Bon, Très bien. écoutez, moi j'ai entendu et je viens dresser l'oreille au programme que mon ami Jawad a exposé, pour lequel, bien sûr, c'est un programme ambitieux, qui est très bien, et etc. Moi, je voudrais revenir à une chose. Comment peut-on imaginer un programme que l'on peut pratiquer si la situation de la santé n'est pas rétablie dans le pays et dans le monde? Par exemple, je vais vous dire, si par exemple, supposons, parce que les économistes dont je ne fais pas partie, ben là, pour être clair et tout ça, moi j'excelle dans d'autres domaines et Jawad le sait. Je ne suis pas un économiste, etc. Mais les économistes, d'une façon générale, ils prévoient deux scénarios, un positif et un négatif, ou disons à plus longue durée. Le premier serait, supposons que les médicaments, les vaccins arrivent vite et qu'on puisse donc attaquer cette pandémie qui se finit. Dans ce cas-là, les choses vont revenir à leur cours normal de la vie, et puis le secteur économique reprendrait rapidement. Si on pense que c'est rapide et que d'ici la fin de l'année, on a pu donc lutter contre cette pandémie, c'est tant mieux. Mais sinon, si on ne trouve pas les médicaments, etc., et si la situation sanitaire reste telle qu'elle est,
qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait des rechutes, qu'il y ait des choses comme ça. On ne peut rien prévoir. Donc, à mon avis, toute activité économique et toute solution, tout ce qu'on peut penser pour l'après-pandémie dépend de ce fameux point qui est celui de la santé. Je voudrais revenir sur 2 points. C'est, Jawad, quand tu parles de supprimer la caisse de compensation, moi je veux bien, mais une caisse de compensation, non, on sait ce que c'est. C'est grâce à cette caisse de compensation que certains prix de certaines choses basiques pour le peuple, justement, et pour les couches sociales les moins les défavorisées, c'est-à-dire l'huile, le blé, le sucre et même certains autres secteurs, cette caisse de compensation a été créée pour justement éviter que ces prix montent. Parce que le litre d'huile qui est à 10 dirhams ou à 1, si on enlève la caisse de compensation, le prix cet argent que vous allez donner aux pauvres, mais il va falloir faire face au prix de l'huile ou du sucre qui va être 2-3 fois plus cher. Donc moi, je suis un peu réservé sur ce point d'annuler la caisse de compensation parce que ça entraînerait, bien sûr, c'est idéal si les prix restent stables, mais ce n'est pas le cas. Si Chelraoui, je pense que si Jawad, il a parlé d'une aide directe, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des compensations, de faire de la compensation qui bénéficie à tout le monde, il propose une aide directe. Est-ce que vous avez une question? Quelle est votre question, si Chelraoui, pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde, si vous voulez bien? Alors, la deuxième chose, vous avez parlé du Sofitel qui a mis les clés sur le paillasson. Il faut connaître le domaine. Le Sofitel n'a pas mis, c'est que Risma n'a pas voulu tout simplement lui renouveler le contrat et c'est pour ça qu'il met les clés. Donc c'est en fait, c'est pas une faillite, c'est tout simplement un hôtel, le Sofitel, qui ferme parce qu'on ne veut pas lui renouveler. Donc c'est pas une faillite. Voilà. Donc ma question à Jawad, qu'est-ce que tu penses de la relation qui existe entre la santé et la possibilité que les médias, enfin, qu'on puisse trouver des solutions rapides et la pandémie et l'économie d'une façon générale. Est-ce qu'une économie, on peut la prévoir sans que ce problème de santé puisse être résolu? Voilà. Bon, alors merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Chelraoui. Pardon. Oui. Vas-y, Si Jawad. Je peux répondre. Oui, alors, c'est Aziz. Je suis d'accord avec vous que tout dépend effectivement de la fin de la crise, de la pandémie du coronavirus. Ça, c'est très important. Mais on ne peut pas rester non plus les bras croisés en attendant que cette pandémie se termine. D'ailleurs, il se peut qu'elle dure quelques mois, peut-être même une année, etc. Et donc, on doit vivre. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un homme politique, qui a dit on doit vivre avec cette pandémie. Parce que et on ne peut pas rester les bras croisés. Et c'est pour cela que ce que je propose, bien sûr, on a tous intérêt à ce que cette pandémie se termine le plus vite possible. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Et donc, il faut réfléchir et j'ai fait des propositions justement pour sauver d'abord les entreprises et ensuite profiter de cette pandémie pour une nouvelle politique économique. Ça, c'est pour le premier point. Pour la caisse, Omar vous a déjà répondu et je l'ai dit, il s'agit de faire des calculs, parce que c'est comme ça que ça a été fait au Brésil. Ils ont pris le panier des produits qui sont subventionnés et puis ils ont calculé si on enlève la caisse de compensation, ça va faire quelle augmentation de prix, et c'est cette aide directe qui va aux plus démunis. Et moi, je suis persuadé que c'est une meilleure formule que celle qui est actuellement, parce que comme je le dis, ceux qui profitent le plus de la caisse de compensation, c'est les classes aisées
et parce qu'elles consomment beaucoup plus que les classes qui ne sont pas aisées. Quant à l'hôtel Sofitel, je ne connais pas les détails que certainement vous connaissez mieux que moi. Moi, ce que je crains, c'est que, à part le cas du Sofitel, en général, et j'ai discuté avec certains membres du tourisme qui me disent si on n'a pas une aide substantielle de l'État, eh bien, on va fermer parce qu'on ne peut pas, comment voulez-vous, déjà, on n'a plus de chiffre d'affaires depuis 2-3 mois, et comment voulez-vous qu'on ouvre, et surtout, il ne faut pas s'attendre, et ça je le dis aussi, moi je crois que l'année 2020 va être une année blanche au niveau du tourisme international. D'ailleurs, en France par exemple, ils poussent tous les Français à prendre leurs vacances en France. Donc, et tous les pays vont le faire. Donc, il faut cette aide substantielle au secteur du tourisme pour qu'il puisse, je m'excuse du terme un peu vulgaire, pour qu'il puisse tenir le coup. Tenir le coup peut-être 6 mois, même 1 an, en attendant la reprise normale du tourisme international. Très bien. Alors, autre suggestion de M. Langstaff qui nous dit qu'il faudrait, pour attirer les investissements directs étrangers, qu'il faudrait améliorer le score du Doing Business. Donc, je pense que ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion. Une autre question concernant la fiscalité de M. Denoun qui nous dit est-ce qu'on pourrait évoluer d'une fiscalité, tu l'as un peu suggéré, tu as parlé d'une fiscalité sur le capital. Sidnoun Nordin nous propose, que je salue au passage, d'une fiscalité sur la propriété, c'est-à-dire donc fiscaliser plus les propriétaires. Toujours sur cette question de fiscalité, donc, est-ce que le fait de proposer cette compensation, même cette aide directe aux ménages, même ciblée, est-ce que ça ne risque pas de faire augmenter les impôts? C'est une question de M. Larouf que j'essaie de lier avec celle de M. Denoun. Bon, pour la fiscalité, vous savez, maintenant, il y a beaucoup d'auteurs, même des économistes renommés, qui disent il faut donc taxer le capital. Ils parlent même de taxes jusqu'à 90%. Moi, je ne veux pas non plus être maximaliste, mais moi, je pense qu'il est arrivé le moment où il faut taxer le capital. Je ne vois pas pourquoi on taxe le travail et on ne taxe pas le capital, ou en tout cas moins le capital que le travail. Donc il faut taxer le capital. Le revenu, il faut aussi le taxer d'une façon vraiment proportionnelle. Maintenant, quant à la propriété, je sais à quoi ils pensent, c'est le fameux impôt sur la fortune. Je sais qu'au Maroc, il y a beaucoup de réticence de parler d'impôt sur la fortune, mais il faut trouver des moyens de taxer ceux qui sont riches. Je ne veux pas non plus devenir aussi populiste, mais il faut taxer ceux qui ont les moyens. Et d'ailleurs, on l'a vu, et ça m'a fait plaisir, lors de cette pandémie du coronavirus, et lorsque Sa Majesté a créé donc le fonds spécial, ben on a vu que les riches ont payé. Ils ont payé des milliards de dirhams. Ils n'ont pas refusé de participer. Et donc, je pense qu'après cette pandémie, ces personnes qui sont riches peuvent accepter de participer également donc aux efforts que l'État doit faire pour sortir.
Donc, il faut réfléchir d'une façon, et je crois que le moment, voilà, je voudrais terminer sur ce point, je crois que le moment est venu actuellement, après cette pandémie, pour une réforme fiscale qui soit vraiment une réforme, parce que le moment est venu où les riches se sont dit, il vaut mieux que je paye une partie de ma fortune que de perdre la totalité. Alors maintenant, la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Omar, si vous voulez répéter la deuxième donc question. sur la question de M. Rouf, vous avez parlé de... alors, j'ai perdu le truc. C'est-à-dire, est-ce que en ciblant des ménages, en décompensant et en ciblant les ménages, est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur la fiscalité? Moi, je ne vois pas en quoi ça aura un impact sur la fiscalité. L'opération consiste à quoi? Pour être clair, elle consiste à laisser les prix libres sur le marché pour les quelques produits. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le butagaz, il y a 4 ou 5 produits. À laisser les produits, les prix libres pour ces produits et pour les personnes les plus démunies, de leur donner une aide directe, tout simplement. Il n'y a aucun lien avec la fiscalité. Il n'y a aucun lien avec la fiscalité. C'est-à-dire que, voilà, j'ai retrouvé la question. Donc, c'est monsieur Ahmed Rouf nous dit est-ce que cela risque de ne pas influencer négativement la classe moyenne qui contribue le plus dans les caisses de l'État? C'est-à-dire que le fait que les gens, c'est-à-dire de toucher les revenus, en fait, tu diminues les revenus disponibles des ménages, donc tu diminues leur propension à consommer. Et donc, ça impacte négativement oui, non, maintenant j'ai bien compris. Il veut parler de la classe moyenne. La classe moyenne qui sera obligée de payer le prix normal. Bon, d'abord, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas des sommes très importantes, vraiment dans le budget d'un foyer de la classe moyenne. D'ailleurs, on l'a vu, je prends l'exemple de l'essence. Maintenant, l'essence ne fait plus partie de la caisse de compensation. Et les gens, ils payent leur essence sans problème. Donc, alors, peut-être il y a aussi une solution, c'est qu'en faisant payer les riches beaucoup plus, on peut diminuer la fiscalité de la classe moyenne. Et là, je suis d'accord avec ça. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui a payé le plus au niveau impôt durant toutes ces dernières années. Et je serais personnellement favorable à ce qu'une fois qu'on fait payer les riches beaucoup plus, on puisse diminuer un petit peu pour la classe moyenne, pour qu'elle puisse continuer à vivre ou vivre si vous voulez, d'une façon beaucoup plus confortable. Voilà, alors une autre question de M. Denoun qui nous dit qu'il serait nécessaire qu'il nous propose de taxer les capitaux dormants et de soulager la pression de la fiscalité. Donc, c'est sur cet impôt sur la fortune, en fait, et pour tirer l'essentiel des impôts de la fiscalité des propriétés foncières. Mais bon, la question, moi, que je me pose, est-ce qu'on ne va pas faire fuir ces gens-là vers d'autres destinations fiscales? Alors, il y a déjà une expérience, c'est la taxe sur les terrains non bâtis. Ça existe déjà. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée de taxer, comme il dit, les capitaux dormants. Ce n'est pas normal que quelqu'un
s'il les laisse dormir, c'est qu'il n'a pas besoin, n'a pas besoin d'argent. Quand on laisse un terrain non bâti pendant des années, ça veut dire qu'on n'a pas de besoin. Et donc, je suis favorable à ce qu'on puisse taxer tous les capitaux, les fonciers qui n'est pas utilisé, qui dort. Et donc, pour cela, il suffit simplement de voir quels sont les taux qui sont appliqués actuellement et peut-être les relever. Mais moi, je ne suis pas contre cette idée-là. Très bien. Alors, tu as proposé tout à l'heure d'assouplir les règles de gestion budgétaire. Alors, Monsieur Aït Hassan nous dit, est-ce que l'orthodoxie de Banque Maghrib sera encore envisageable après le chamboulement de tous les indicateurs financiers et budgétaires? C'est-à-dire, est-ce que Banque Maghrib ne va pas s'orienter vers un assouplissement de ces politiques pour justement favoriser l'emploi, l'investissement, etc. Alors, je l'espère parce que jusqu'à là, certainement avec la pression du FMI et de la Banque mondiale, Banque Maghrib a toujours été très prudente. Et on connaît son gouverneur qui est absolument qui mène d'une façon responsable Banque Maghrib, qui est très très importante. Mais je pense qu'après cette crise, même si on voit que même les pays, par exemple les pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne, eh bien, ils vont faire des déficits budgétaires de l'ordre de 8, 9, 10%. On n'a jamais vu ça. C'était quand on dépassait par exemple au niveau de la Commission européenne, ils n'avaient même pas le droit de dépasser 3%. Donc je crois que cette crise a démontré que ce n'est pas un dogme, le 3% du déficit budgétaire ou les 60% de l'endettement global du PIB, ce n'est pas un dogme. Et donc, on peut, alors je mets simplement une condition, il faut que ça serve, par exemple l'endettement, il faut qu'il serve pour l'investissement. Si on s'endette pour financer le fonctionnement, alors là ça ne va pas et c'est ça la source d'ailleurs de l'inflation. Mais si on s'endette pour créer des entreprises, pour stimuler des entreprises, pour créer des emplois, là c'est intéressant. Et c'est ce qui s'est passé en Europe, où j'ai expliqué tout à l'heure, que malgré la planche à billets, il faut parler d'une façon directe, malgré la planche à billets qu'a utilisée la Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne, il n'y a pas eu d'inflation. Alors, les économistes, je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est important, comment ils expliquent ça? Ils disent, lorsqu'on sort d'une crise et qu'on aide les entreprises à fabriquer des produits, eh bien, lorsqu'on sort d'une crise, les consommateurs, même quand ils commencent à gagner un peu plus, sont plus économes. Et ça, moi, je suis persuadé de ça. Regardez, même maintenant. Maintenant, nous tous, qu'est-ce que nous avons comme dépenses? Nous avons uniquement, pendant cette crise et le confinement, nous avons comme seule dépense des dépenses alimentaires. C'est tout ce que nous avons, parce qu'on ne sort pas, on n'achète pas de vêtements. Donc on peut vivre aussi avec moins de consommation. Et donc je pense que même si on sort de la crise, les gens vont continuer à vouloir faire de l'épargne, parce qu'ils peuvent se dire, attention, on peut avoir une seconde vague, on peut avoir une autre pandémie, etc. Et donc, le fait que les gens consomment moins, eh bien, la règle de la loi de l'offre et de la demande, eh bien, ce qui fait que ça ne crée pas de l'inflation. Ça, c'est une explication qui a été donnée par un grand économiste qui dit, lorsqu'on sort d'une crise,
Voilà ce qui se passe. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en Europe. Vous savez qu'en Europe, le taux d'inflation, même à certains moments, ils essaient d'augmenter le taux d'inflation parce qu'il était trop faible. Et donc, je pense que pour 2021, il n'y a pas, à mon avis, de risque de grosse inflation au Maroc, même si on utilise un petit peu la planche à billets. Très bien. Alors, il y a eu deux questions qui se rejoignent. Donc, celle de Monsieur Zouzi, qui nous dit pourquoi ne pas garder ce fonds de solidarité qui soit alimenté par la zakat des entreprises afin qu'il aide au développement de la croissance de notre pays. En fait, je pense qu'il parle de la caisse de compensation et l'alimenter par une sorte de zakat, on pourrait appeler ça un impôt supplémentaire, et l'orienter vers un fonds de développement. C'est un peu ce qui est fait aujourd'hui grâce au fonds spécial Covid. Alors, est-ce qu'il parle, attention, est-ce qu'il parle du fonds Covid ou de la caisse de compensation? Alors là, moi j'ai compris. Donc il dit pourquoi ne pas garder ce fonds de solidarité? Je pense, est-ce que c'est le fonds Covid ou est-ce qu'il fait allusion à la caisse de compensation et qu'il soit alimenté par la zakat des entreprises afin qu'il aide au développement? Peut-être que c'est le fonds Covid. Hein. Je demanderai à Zosi de préciser sa question s'il veut bien. Fonds Covid, il nous précise. Ah, c'est le fonds Covid. Ah. Bon, moi, je ne suis pas contre. Bon, maintenant, la zakat, c'est un impôt religieux. Alors, qui dit impôt religieux dit est-ce qu'il est obligatoire? S'il n'est pas obligatoire, il peut ne pas être pérenne. C'est-à-dire, les gens peuvent donner une année et puis ne pas donner les autres années. Et donc, à moins d'institutionnaliser, c'est-à-dire d'en faire un nouvel impôt. Si c'est un nouvel impôt, à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas continuer à servir ce fonds de Covid, ce fonds qui a montré son utilité. Et heureusement qu'il a été créé très, très rapidement parce que je rappelle, et je l'ai dit dans mon exposé, lorsqu'il y a eu la crise et que le nombre de malades devenait supérieur, presque supérieur à celui des lits dans les hôpitaux, ben, immédiatement, ce fonds a financé les équipements, a financé même la création de plusieurs hôpitaux de campagne. Et donc, il a joué un très, très grand rôle. Et effectivement, je suis partisan de son maintien, mais à condition de l'approvisionner par un impôt pérenne. C'est ça, moi, ce que je crains, c'est qu'au niveau de la zakat, je ne sais pas s'il est pérenne, lui, parce que le fonds doit être pérenne. Alors, l'avantage des impôts sur les fortunes ou sur le capital, en fait, l'avantage d'un tel impôt comme la zakat, c'est que ce capital diminue par l'impôt. Et donc, plus on paye d'impôts, moins ce capital est important. Et en fait, c'est une incitation en fait, de l'investissement. On encourage les gens à investir pour maintenir leur capital. Alors, une autre question de M. Hentat qui nous dit, est-ce qu'il n'est pas opportun d'entreprendre une grande campagne de sensibilisation et de mobilisation pour une large contribution au consommé national et à l'investissement industriel adapté? Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Hentat, qui est un membre de l'IMRI très, très fidèle. Pourquoi ne pas faire... mais attention, il ne suffit pas, d'après l'expérience,
il ne suffit pas de dire il faut consommer national, c'est plus patriotique, etc., etc. Ça peut jouer. Mais il faut aussi que le consommateur puisse trouver des produits avec un rapport qualité-prix qui soit bon aussi. Parce que, vous voyez, une ménagère qui va et qui trouve des produits marocains moins chers, mais de mauvaise qualité, ben, vous ne l'empêcherez pas d'aller vers le produit étranger parce que il est de meilleure qualité. Donc, moi, je suis favorable à la préférence nationale, mais qui doit être accompagnée de la qualité et du fameux rapport qualité-prix. D'ailleurs, moi, je donne souvent l'exemple à mes étudiants. Je leur dis pourquoi la Chine est devenue l'atelier du monde et vend à tous les pays. C'est parce qu'elle a des produits dont le rapport qualité-prix est bon. C'est-à-dire, lorsque c'est une qualité moyenne, le prix est bas. Lorsque la qualité est supérieure, les prix est un peu plus élevés. Donc, je ne suis pas contre. Et on peut aussi prendre comme la mesure que ce n'est pas une mesure démagogique, le fait de dire que l'administration marocaine doit acheter, même en France, vous voyez, même les ministres français, tout ça, eh bien, ils circulent en voiture française. Ils n'ont pas le droit de rouler en Mercedes, vous voyez. Et donc, et on peut aussi prendre des mesures pour imposer que les produits soient... et d'ailleurs, on va y assister maintenant après cette pandémie du coronavirus. Dans tous les pays, ils vont adopter cette politique de la préférence nationale. Je pense qu'elle va être adoptée un peu partout et donc c'est normal que nous l'adoptons nous aussi. Très bien. Donc, il y a une autre suggestion, une question de M. Lreb qui nous dit que les différentes stratégies lancées au cours des dernières années sont orientées vers les classes vulnérables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour élargir et renforcer la classe moyenne dont le rôle est déterminant dans la préservation de la paix sociale et le développement économique? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'est vrai que la classe moyenne, comme on le dit, c'est l'ossature de toute société. Une société où il n'y a pas une classe moyenne large est toujours une société fragile. Pourquoi elle est fragile? Parce qu'il y a une minorité de riches et il y a une grande majorité de pauvres. C'est ce qui se passe souvent. Et donc, ce qui fait la différence, c'est lorsqu'il y a une classe moyenne qui est importante. Et bien, la seule solution, c'est de diminuer la fiscalité qui s'applique à cette classe moyenne. Et je pense par exemple à l'impôt sur les salaires. Moi, je trouve que l'impôt sur le salaire est trop élevé parce que la classe moyenne, c'est surtout les salariés. C'est pas les grands propriétaires, c'est les salariés. Et donc, il faudrait une réforme fiscale pour réduire l'impôt sur le revenu pour ce qui est de la classe moyenne, de façon à lui permettre d'avoir... et puis, un autre problème dont on n'a pas parlé, malheureusement, c'est par exemple l'école. Maintenant, et j'en connais beaucoup, même dans ma famille, où parce que l'enseignement public est défaillant, eh ben, on envoie ses enfants dans les écoles privées, et même des fois des écoles privées étrangères, où on paye des sommes très importantes. Et donc, si nous espérons, comme je l'ai proposé, si un enseignement public de qualité, eh bien, la classe moyenne n'enverra plus ses enfants dans les écoles privées nationales ou étrangères. Et donc, c'est une baisse aussi de
De la des dépense. charges de la classe moyenne. Il y a aussi la santé. La santé, si on avait des hôpitaux avec des soins de qualité, ben, la classe moyenne n'irait pas dans des cliniques où ça coûte horriblement cher. Donc, pour résumer, trois choses. Premièrement, diminuer la fiscalité, notamment sur les salaires pour la classe moyenne. Et deuxièmement, améliorer l'enseignement public pour que la classe moyenne, nous, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de mon âge en parlant de 65. Eh bien, nous, on allait à l'école publique. On n'allait pas à l'école privée. On allait à l'école publique. On ne payait rien. Et donc, il faut absolument le retour à l'école publique et le retour à la santé publique. Très bien. Ben, je pense qu'on a. Il y a encore une question de M. Mehdi Bennani, mais qui n'est pas en rapport avec la politique économique, qui nous dit à quoi s'attendre au lendemain de la crise pour l'énergie, c'est-à-dire est-ce que le coût extrêmement bas du pétrole ne vont pas accentuer les tensions au Moyen-Orient. Moi, j'aimerais bien te poser la question sur l'impact de cette baisse à l'international sur notre économie. Est-ce que c'est bon pour Pardon, notre économie? La baisse des est... cours de pétrole. Ah, le pétrole. Non, c'est une c'est une bonne nouvelle parce que ça, vous savez que malgré le développement du solaire, de l'éolien et tout ça, nous avons toujours besoin de pétrole parce que nos voitures marchent au pétrole, à l'essence. Et donc, nous avons toujours besoin. Et donc, ça, c'est une excellente idée. Et je pense personnellement que le prix qui tourne autour de 20 dollars actuellement le baril, je pense que les prix ne vont pas augmenter même en 2021. Je pense on va aller vers des prix bas, en tout cas pour cette fin de 2020 et même 2021. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? C'est simplement un raisonnement logique. Parce que le pétrole est fonction de l'activité économique. C'est court, c'est simple. Et je ne vois pas si vous voulez, je ne vois pas l'économie mondiale dans sa globalité qui va reprendre d'une façon extraordinaire. Moi, je pense que les économies vont se développer d'une façon très lente et donc la demande de pétrole sera également très lente. Et c'est pour cela que je pense que le prix ne va pas augmenter et c'est une très bonne chose pour nous. Mais attention, il ne faut pas non plus que parce que le prix est bas, qu'on abandonne nos projets donc des énergies donc voilà parce que peut-être ça va rester jusqu'en 2021 mais peut-être après à moyen et long terme ça risque aussi d'augmenter parce que c'est vraiment le produit qui est le plus volatile au niveau de l'offre et de la demande. Alors maintenant, puisque à l'IMRI, on s'occupe aussi de géopolitique, quel impact cela peut avoir? Ben, ça aura un impact très, très lourd sur les pays producteurs de pétrole, ça c'est certain. Et donc tous les pays du Golfe, dont la ressource principale est l'exportation de pétrole et de gaz, vont donc subir une baisse très, très importante. Il y a aussi notre voisin, l'Algérie. Bon, il ne faut pas tirer sur les ambulances, comme on dit, mais l'Algérie, qui n'a pas su diversifier son économie, et ben maintenant, avec ce prix-là, elle va avoir des grands problèmes au niveau de son économie. Et donc, heureusement pour nous,
nous ne sommes pas exportateurs de pétrole et donc nous allons profiter de cette situation. L'Algérie va d'autant plus souffrir que ses coûts d'extraction sont supérieurs à 20 dollars. Donc, tant que le pétrole est en deçà de 20 dollars, l'Algérie perd de l'argent. Et donc, Absolument. nous avons eu la chance d'avoir choisi ce mode de libéralisme économique et politique également, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une économie diversifiée, d'avoir des opinions et des idées qui fusent de partout, et qui nous permet aujourd'hui de faire face à cette crise d'une manière plutôt honorable. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait conclure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si quelqu'un souhaiterait prendre la parole, je vous inviterai. Alors, Monsieur Martin nous dit: j'aimerais intervenir plus généralement sur la persistance des risques actuels qui peuvent compromettre la réussite des nouvelles politiques et économiques et aussi sur les conditions. Alors, Monsieur Martin, si vous voulez activer votre micro et nous dire ce que vous voulez partager. Votre micro est éteint. Vous êtes le seul à pouvoir le désactiver. Voilà. Alors. Non, je crois qu'il ne nous entend pas. Voilà, bah, écoute, si Jawad, merci pour cette excellente conférence. Tu as fait le tour vraiment des questions les plus importantes, aussi bien en ce qui concerne la gestion budgétaire, en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre au niveau de l'économie, l'impact social, l'impact environnemental. Merci aux dames et aux messieurs qui nous ont accompagnés lors de cette conférence. Et on se donnerait rendez-vous très bientôt pour une autre conférence. Merci Sijawad et merci aux amis, à très bientôt. Je voudrais à mon tour te remercier encore. Allô? Parce que tu as... C'est la moindre des choses. Oui. Allô? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, monsieur Martin. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. Bon. Très bien, allez-y. Bien. Écoutez, voilà, je n'ai pas réussi à terminer ma question, mais voilà, je veux intervenir rapidement sur deux choses. D'une part, sur la persistance de risques actuels tout à fait importants qui peuvent compromettre le succès des nouvelles politiques économiques. Et puis, deuxièmement, sur les conditions du redressement du modèle marocain qui, et nous l'avons mentionné dans le rapport à la Commission spéciale du développement, en ce qui concerne le fait que jusqu'à maintenant, et je m'appuie sur beaucoup d'économies, jusqu'à maintenant, il y a eu de nombreuses entraves à l'option libérale en termes de facteurs persistants de réduction de la concurrence, et d'autre part, en ce qui concerne aussi l'optique qui avait été largement acceptée de l'intégration dans la mondialisation, c'est-à-dire au fond une politique de production tournée vers l'exportation. Alors, je vais essayer d'être rapide, 5 minutes si vous voulez, mais pas plus, je vous le promets. Bon, ces idées me sont venues en particulier, et je l'ai publié, peut-être certains l'ont vu, dans Facebook, de l'entretien de Mohamed Cherkaoui, qui, je dois dire d'ailleurs, a été mon collègue, enfin j'ai pas beaucoup connu, mais enfin il avait lui commencé sa carrière, ça fait déjà un peu loin, on n'est pas si jeune que ça, auprès de Raymond Bouzon à la Sorbonne, et puis moi j'avais commencé ma carrière, peut-on dire, pas aussi brillante que Cherkaoui, que je salue d'ailleurs ici, auprès de Michel Crozier à l'Institut Études Politiques de Paris.
Alors, tout ça pour dire que, et je recommande à ceux qui ne l'ont pas lu éventuellement, la lecture de Billets d'humeur de Mohamed Cherkaoui, que je ne vais pas résumer ici parce que ce n'est pas mon propos, mais qui, en gros, corroborait cet accord des économistes aussi. Bon, un certain nombre d'entre vous, sans doute, ont lu les propositions des économistes marocains depuis un certain temps, ce qui concerne justement notre sujet, c'est-à-dire que faire après le coronavirus. Là-dessus, je retiens deux choses, mais je pense que je suis arrivé en retard malheureusement parce que j'avais des problèmes aussi pour me connecter. Ce que l'on peut retenir, excusez-moi si ça a déjà été dit, ce qu'on peut retenir de la politique très sage d'ailleurs de Sa Majesté, c'est que on a intégré la solidarité sociale comme fondement de la politique économique, et puis il s'avère que maintenant, suite au coronavirus, si on veut finalement cumuler et pérenniser ces politiques, eh bien, il faut un changement radical de politique et économique. Changement radical, je m'appuie sur ce que disaient ces économistes, c'est-à-dire soutenir à la fois la demande, bien sûr, on en a parlé, ce qui est assez fragile parce que, on l'a dit, il faut que le pouvoir d'achat des ménages demeure et continue. Et puis en même temps soutenir les entreprises dans la perspective de leur capacité à participer à la reprise. Bon, alors ceci, je crois, est bien connu maintenant. Cela suppose, et là je parle des conditions de possibilité et des conditions de réussite des politiques économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai bien apprécié les éléments très précis qui ont été donnés. En ce qui concerne les risques par rapport au modèle de développement, puisque au fond les réflexions de la commission spéciale en ce qui concerne le développement montrent que ce modèle, cette réflexion sur le modèle de développement reste tout à fait fondamentale. Et je dirais que si au fond aujourd'hui on doit mettre en place au Maroc des nouvelles politiques économiques, la finalité de ces politiques économiques, entre autres, c'est pas la seule, c'est de participer, d'aider à la transition vers un nouveau modèle de développement. Alors en ce qui concerne les risques, je les énumère sans bien sûr les développer. Il y a ce risque, alors je reprends ce que disait un peu Cherkaoui là-dessus, il y a un risque qu'il ne faut pas négliger. Monsieur Martin, est-ce que vous pourriez, parce que je vois que les amis sont en train de nous quitter, est-ce que vous pouvez passer directement à la question, si vous avez une question pour Si Jawad, si vous permettez. Alors, je vais poser sous forme de question. La première question en ce qui concerne les risques, Jawad, est-ce que tu penses que l'un des facteurs de risque essentiels, ça n'est pas la persistance et même l'aggravation du chômage comme facteur d'appauvrissement? Deuxième risque, est-ce que les technocrates dont je connais le talent et la capacité, vont-ils vraiment faire de nouvelles politiques économiques ou vont-ils se contenter de politiques d'assistance? Voilà. Troisième risque sur lequel j'aimerais bien avoir l'avis de Jawad, quid des pesanteurs sur les ressources humaines? Parce que l'exemple de l'Asie nous l'a bien montré, il n'y a pas à terme de développement économique viable s'il n'y a pas de politique de gestion des ressources humaines. Et à cet égard, bon, Jawad n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout, je partage le constat tout à fait catastrophique de Mohamed Cherkaoui sur la déliquescence de l'université. De même, la nécessité de véritablement repositionner la formation professionnelle. Bon, je m'arrêterai là. C'est bien. Donc, 3 questions. La première, c'est sur les risques liés au chômage. Oui. La deuxième, sur le changement de politique économique, je pense vous n'étiez pas là quand
si Jawad a proposé de nouveaux outils de gestion de la politique économique. Oui, Et troisièmement, sur le capital humain, Le qui a capital. été évoqué par Si Jawad. Est-ce que Si Jawad, tu peux Alors, répondre à ces 3 points d'une manière succincte je ne reprendrai pour pas la parole. permettre aux amis de conclure? Oui, je ne reprendrai pas la parole après, mais je voudrais terminer par 2 questions beaucoup plus fondamentales. Je veux dire, en tant que sociologue, je pense que les économistes qui se sont régulièrement trompés et qui souvent ont eu le privilège de donner des conseils aux princes, ont oublié, toutes écoles confondues d'ailleurs, que finalement il y a des fondements sociaux de l'économie. Et alors, je voudrais poser 2 questions relativement à ce qu'on a écrit dans le rapport de l'IMRI. 2 questions relativement au modèle fondamental qui est derrière la politique économique. Le modèle libéral et la production pour l'exportation. Alors, 2 questions rapides. Premièrement, une question sur la rente. Quelle politique peut-on mener concrètement pour essayer non pas d'en finir, mais de limiter la rente? Parce que tant qu'il y aura dans ce pays, au fond, une prédominance de la rente, pensons par exemple à la distribution généreuse d'agréments qui ne servent qu'à enrichir les propriétaires des agréments, eh bien, il y aura pas de véritable concurrence, hein. Et Dieu sait si malheureusement le Maroc n'est pas le seul, la concurrence ronge, la rente ronge la concurrence. Et la Donc rente, la première question, c'est la rente. Comment limiter oui. la rente, hein, à défaut de pouvoir l'arrêter? Ouais. Et la deuxième Alors question, la deuxième question, c'est la production pour l'exportation. Hein. Alors, j'ai entendu des propositions très intéressantes, mais il y a un problème qui n'est jamais posé. Peut-être parce que c'est pas un peu tabou. C'est que pourquoi le Maroc n'a pas réellement réussi son intégration dans la mondialisation, c'est à cause de la frilosité du patronat, de la grande majorité du patronat, qui sont d'ailleurs il faut bien le dire, des entreprises, des TPME, bon, et qui au fond gèrent leurs affaires en bon père de famille et qui sont assez, et je pense, l'analyse de Berada depuis 30-40 ans reste encore valable, qui n'ont pas suffisamment le sens de l'innovation et qui, alors, et je termine peut-être par une provocation, et ça nous amène au problème de la fuite des cerveaux, problème qu'on n'analyse pas fondamentalement, qui souvent mettent des bâtons dans les roues à des jeunes ingénieurs ou autres de talent, mais qui ne trouveront pas leur insertion au Maroc parce qu'ils les menacent, hein, parce que les places sont déjà prises et parce que les tenants de ces places n'ont aucune envie d'accepter des plus jeunes. Et alors, cela... Et de partager le... Voilà. Ben, écoutez, il y a on retient peut-être 3 questions. La première concerne la rente. La deuxième concerne l'intégration économique dans le paysage mondial. Et la troisième, c'est la fuite des cerveaux et la gestion de la connaissance, en fait. Si Jawad, oui, derrière ça, la volonté... Peux-tu répondre, s'il te plaît, à la question, si Jawad, aux 3 questions de M. Dominique Martin, s'il te plaît? Bon, alors, concernant la rente, j'en ai parlé dans mon exposé, et c'est vrai que ce n'est pas un problème facile. Ça serait trop simple de dire que c'est un problème facile. Alors maintenant, concrètement, comment on peut lutter sur ce problème très difficile? Bon, pour les agréments, ce n'est pas un très gros problème. Il suffit de les éliminer et d'établir des cahiers de charges, c'est-à-dire au lieu de donner tout simplement un agrément comme ça, eh bien, on établit un cahier de charges public et à ce moment-là, ceux qui veulent on fait jouer la concurrence et répondre. Ça, il n'y a pas de problème pour les agréments. Maintenant, pour les secteurs oligopolistiques que nous avons, ça, c'est plus difficile, mais on peut y arriver en facilitant de nouveaux investissements
dans les mêmes secteurs et surtout en ne leur mettant pas des bâtons dans les roues. Parce que vous connaissez tous des cas où dans certains secteurs que je ne vais pas nommer, il y a eu des investissements, mais finalement qui n'ont pas réussi. Donc pour cela, il faut ouvrir le marché de façon à permettre à tout investisseur national ou étranger de venir également investir dans le même secteur. Et la troisième solution concrète, c'est de faire jouer réellement la concurrence. Il y a un conseil de la concurrence qui d'ailleurs dormait et maintenant il se réveille, mais il faudrait que ce conseil de la concurrence puisse jouer à plein son rôle et je crois que si ce sont ces trois propositions, donc remplacer les agréments par les cahiers de charges, ouvrir les secteurs oligopolistiques à tout investisseur et faire jouer donc le Conseil de la concurrence son plein rôle. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour la rente. Alors, la deuxième question, parce que c'était La troisième, c'était la fuite des cerveaux. Ah, alors la fuite des cerveaux, bon, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Et c'est une réalité. Alors, comment garder nos jeunes chez nous au Maroc? Eh bien, il faut créer un environnement qui leur soit. Je vais vous donner l'exemple de mon propre fils qui est ingénieur télécom. Eh bien, mon fils, il travaillait chez Orange en France et j'ai réussi à le faire venir au Maroc, eh bien, lorsque il a pu trouver, donc c'était Meditel à l'époque, où il avait pu trouver un environnement aussi favorable que celui qu'il avait en France. Et donc la seule solution, c'est cela, c'est de créer un environnement favorable parce que on ne peut absolument pas empêcher par la force un jeune qui a des possibilités d'aller à l'étranger. Donc c'est comme ça que je pense on peut essayer de régler ce problème. Quoique il y a aussi un avantage aussi de ces jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ils acquièrent aussi une expérience qu'ils peut-être ils ne peuvent pas avoir chez nous et des fois ils retournent au Maroc avec l'expérience acquise et cela est aussi un élément également très favorable. Excellent. Merci Sijawad pour ces réponses pertinentes. Merci à nos amis participants. Il est 17h45. Je pense qu'on a fait le tour de la question et je vous donne rendez-vous pour un éventuel un nouveau webinaire et à très bientôt. Merci, Filali, et encore une fois, tous mes remerciements pour l'excellente organisation de ce webinaire. Merci. C'est la moindre des choses. Merci à toi, Sijawad. Merci. Merci à tous les participants. Au revoir.